Et bonjour à toutes et tous. Salut Julien, salut Quentin, Stéphane dans le chat. Salut Pierre, bonjour à tous. Hein. Alors, aujourd'hui on inverse les rôles. C'est Ouais, toi c'est qui moi pose qui ai la bossé. question et c'est moi qui m'occupe du chat. Voilà, comme ça je vais Voilà. pouvoir blablater avec Xavier. Qui est déjà là. Pour une fois, c'est moi qui ai bossé et toi qui critique. Salut Xavier, au passage, quand on parle du loup. Hop. Oh là là, mais le chat est on fire. Reste tranquille. Salut, reste tranquille. Oui, Xavier, j'ai bossé. Ça, voilà, ça arrive sur un malentendu. Bon, sinon ça va, la forme, tout ça? Tout va bien, tout va bien. Content de voir d'autres cas d'usage pour apprendre des choses. Comme les autres, les dernières fois c'était moi et je sais que ça avait intéressé pas mal de gens. Enfin, on avait eu des beaux débats. Mhm. Donc c'est bien de pouvoir bah, avoir un autre cas d'usage. Carrément, carrément. Eh ben, écoute, on est parti. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler d'un de mes cas d'usage pour un de mes clients. Donc, c'est un vrai cas d'usage, c'est un vrai client. Le client, en l'occurrence, s'appelle La Suite. C'est une boîte de formation en management. Et je les adore. Clairement, c'est une équipe super sympa. Je dis pas juste ça parce que potentiellement ils nous regardent ou ils regarderont le replay, mais enfin c'est vraiment le type de client qu'on rêve tous d'avoir en tant que freelance. C'est une équipe sympa, je fais des trucs qui ont du sens, c'est super agréable de bosser avec eux et c'est clairement les meilleurs payeurs que j'ai connus. On le souligne pas assez, mais ça c'est un point important aussi quand on est freelance. Voilà, ça fait 4 ans que je bosse avec eux. Je pense que les factures payées en plus de 24 heures doivent se compter sur les doigts d'une seule main. Heu, Ouais, c'est beau ça. Ouais. voilà, la dernière fois, je leur ai dit, au fait, quand j'envoie une facture le samedi, vous pouvez attendre le lundi, vous n'êtes pas obligé de la payer tout de suite, tout de suite. Bah, 2 semaines après, j'ai envoyé une facture le samedi, 1 heure après, j'étais payé. Voilà, donc c'est un cas d'usage, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est vrai que c'est un plaisir de bosser dessus, mais c'est aussi intéressant pour beaucoup de raisons. Et en partie parce que ça a été un projet, qui a un peu connu des difficultés, quoi. Ça a bien commencé, puis il y a eu un assez gros échec et après ça a enchaîné. Enfin, je vais vous je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai commencé à bosser avec eux en 2021. Heu, la première mission, c'était un petit truc, le but était d'automatiser la création automatique d'un rapport pour un lead magnet. C'est, voilà, il y a un questionnaire en ligne, à la fin, tu reçois ton rapport avec, ton évaluation, sur, certains critères et cetera. Mhm. Donc j'ai fait ça en 2 jours. Je crois qu'à l'époque, on disait encore Integromat, c'est pour dire. Hem et après, j'ai enchaîné encore quelques petites missions d'automatisation pour eux, mais c'était toujours des besoins ponctuels qui étaient liés à des missions clients. Genre, pour tel client, là, on va avoir besoin de générer 200 diplômes personnalisés pour les participants. Est-ce que tu pourrais faire ça? Ah oui, je peux faire ça et on le fait. Et à chaque fin de mission, je leur disais, tout ça c'est cool, mais vous savez que je peux aussi vous aider à automatiser vos opérations internes, quoi, pour vraiment le cœur de votre métier et pas juste quelques besoins ponctuels pour des clients. Et à chaque fois, ils me disaient: «Ben, ouais, mais on n'est pas prêt». Heu et je crois que c'était mi-2022, ils reviennent vers moi et ils me disent: «Là, ça y est, on est prêt. On a réfléchi au truc, on y va». Et c'est le début du projet dont on va parler aujourd'hui. Sauf que le début de ce projet-là, ça a été clairement un échec, heu, dans le sens où j'ai reçu beaucoup d'infos de leur part. Ils m'ont tout expliqué, tout montré de comment ils fonctionnaient. Il y avait des documents, des processus dans tous les sens. J'ai ingurgité ça, je me suis dit: «OK, je vois, je vois», sachant que comme beaucoup de boîtes de formation, ils font énormément de sur-mesure. Il y a des, programmes, enfin des modules sur étagère, vous voulez tel cours, bah, on a déjà, on sait exactement quelles sont les séances, quel est le contenu et cetera, mais il y a aussi beaucoup de sur-mesure, heu, de la demi-mesure ou du vrai sur-mesure selon les besoins, et c'est vrai que ça simplifie pas quand on veut, mettre un peu les mains dans les process, aller automatiser et cetera.
Il y a Xavier qui demandait, est-ce que tu sais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé, qu'ils ont décidé que c'était le moment? Qu'est-ce qui les a fait passer à l'action? Je sais pas exactement. Soit je l'ai jamais su, soit je l'ai oublié. Mais là, comme ça, je saurais pas dire ce qui a fait qu'à un moment, c'est peut-être tout simplement qu'ils ont trouvé le temps, voilà, c'était pas la priorité et à un moment, ils se sont dit: «Bon là, nos process commencent à être pas mal rodés et on sent que si on s'y attaque pas, ça va vite devenir compliqué». C'est peut-être le moment de commencer. Je sais pas exactement. OK. Hem et un autre problème était que le client ne savait pas exactement non plus, ce qu'il voulait, dans le sens où, les process qu'il avait, étaient assez clairs, mais concrètement, quelle forme ça doit prendre en termes d'automatisation, vers quoi on va tendre, c'était pas hyper limpide pour eux. À l'époque, j'étais encore relativement junior, j'ai voulu bien faire et forcément, j'ai fait un gros système qui va tout remplacer et cetera, Ah, pour couvrir tous les process qu'ils m'ont présentés. ah, Heu, d'un coup, tu as voulu mettre en prod tout. voilà, Ouais, voilà, et ils ont vu ça et ils en ont pas voulu. En gros, leur retour, si je paraphrase, c'est: «Waouh!» déjà, enfin, impressionné de: «Ah oui, on peut faire ça», et puis en fait, j'y ai passé juste quelques jours. C'est pas non plus, j'avais pas bossé, 3 mois dessus, quoi. OK. Et c'est un le OK, on voit ce qu'il est possible de faire et c'est assez impressionnant, mais ça, c'est pas pour nous. C'est trop gros, c'est un trop gros changement, c'est trop de trucs et c'est même pas exactement là, forcément, qu'on a besoin de vraiment de tout automatiser, et ils ont dit: «Bah, on est peut-être pas mûr pour ça». Et ce qui m'a vachement étonné sur le moment, c'est qu'ils m'en ont pas voulu. J'ai développé un truc, je suis tombé à côté et à aucun moment ça a été, bon, franchement, on s'attendait à mieux parce que, je pense qu'à ce moment-là, eux avaient, j'ai l'impression qu'ils avaient plus de recul que moi, à ce moment-là sur ce point, et ils voyaient déjà, eux, à ce moment-là, qu'il fallait qu'ils commencent par un process précis, et que c'était pas non plus une expérience pour rien, que c'était un truc sur lequel ils avaient, énormément appris sur eux, concrètement, heu, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui marche pas? Parce que pour eux, à ce stade, c'était quand même relativement flou. Hem, Donc ça leur a permis de voir ce qui était possible. Ils ont dit: «On veut pas utiliser l'outil tel quel, enfin ça va être trop compliqué, trop lourd pour faire la transition». C'est ça, c'était ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que j'avais développé, c'était quelque chose qui était très axé, CRM, gestion de projet, beaucoup sur l'amont et finalement assez peu sur l'opérationnel, sur OK, une fois qu'un projet est parti, bah, c'est là, en fait, qu'il faut assurer, c'est là qu'il y a plein de mails à envoyer et tout, et ce point était pas du tout couvert. Je pouvais pas vraiment le couvrir parce qu'en fait, on n'en avait pas trop parlé, ouais. mais je pense que c'est aussi de ça dont ils se sont rendus compte, et moi, à ce stade encore un peu junior en la matière, je voyais ça franchement comme un échec. Je pensais pas Mmh. entendre à nouveau parler d'eux. C'est bon, dommage. Heu, mais voilà, finalement, chacun de notre côté, on est un peu parvenus aux mêmes conclusions, sur, ce qu'il aurait fallu faire, comment faire marcher ce truc-là. Et donc ils sont revenus, vers moi, quelque temps après, en disant: «OK, on a réfléchi et là maintenant, on sait précisément ce qu'on veut faire, on sait précisément ce qu'on veut automatiser et voilà le process sur lequel on va bosser». Et à partir de là, tout a été beaucoup plus efficace, parce que, bon, déjà, j'ai pu réutiliser une petite moitié, on va dire, de ce que j'avais développé avant. On n'a pas non plus tout jeté, mais aussi parce que, bah, on a pu échanger précisément sur ce process, aller beaucoup plus au fond des choses, comprendre où on met le curseur entre personnalisation et automatisation, à quel moment c'est important d'avoir de la latitude, à quel moment c'est important de gagner du temps en automatisant au maximum. Et c'est à partir du moment où on s'est vraiment penché sur ce process, que ça a vraiment commencé à rouler, et que, et depuis on a un projet qui tourne et qui ne cesse de s'enrichir, de s'améliorer et cetera. C'était On quoi va ce détailler tout ça juste après. C'était quoi ce premier process? Donc le premier process, c'est donc en fait, ils utilisent,
Ils utilisent EduSign pour la gestion des participants, ça envoie automatiquement les feuilles de présence, etc. Mmh. C'est très bien pour ça, EduSign. Le problème, c'est que pour d'autres trucs, c'est pas ouf. Et donc, sur EduSign, il y a besoin de mettre tout. Il y a besoin de mettre les groupes, les sessions de formation, il y a besoin de mettre les participants, etc. Donc, toutes les infos sont sur EduSign, mais finalement, elles ne servent qu'à générer des feuilles de présence, quoi. Et c'est bien apaisé, EduSign? Du coup, l'idée était de partir de ça et de se dire, ce truc-là, il est renseigné, est-ce qu'on peut pas ajouter une extension en quelque sorte à EduSign qui permettrait de gérer d'autres choses qui ne sont pas supportées par EduSign, à commencer par, et c'est vraiment ça le premier process, à commencer par les envois d'emails euh, aux participants, aux formateurs, des convocations, des rappels, des évaluations à chaud, à froid, etc. Aller faire tout un système en fait de programmation et d'envoi de campagnes de mails piloté en partie, enfin piloté à partir des données d'EduSign et on va dire vraiment géré depuis Airtable. C'était Donc, c'est pas USign, hein, c'est c'est EduSign. EduSign, pas USign. EduSign, ils sont Mais vraiment alors, spécialisés formation. moi, ça me parle beaucoup parce que moi, c'est un use case que je vois très souvent, le côté que Airtable peut être cette brique rapportée à un outil SaaS qui fait des choses très bien, mais qui a des trous dans la raquette. Et si tu arrives à synchroniser la data du SaaS dans Airtable, bah, ça te permet d'avoir une espèce de prolongement de ton SaaS dans un outil ultra flexible et qui te permet de faire encore beaucoup plus de trucs à partir de la data de ton outil de base. Ouais. Euh, Et et d'ailleurs, effectivement, ouais, effectivement, ça marche bien une fois qu'on a réussi à contourner les éventuelles limitations de l'outil. Ça peut être plus ou moins facile, on va dire, selon les ouais, outils. Mais avant d'expliquer un peu comment ouais, on a fait, je vais montrer d'abord à quoi ça ressemble. Donc, ici, on est sur l'interface du client. Alors, pas exactement l'interface. J'ai dupliqué, j'ai viré toutes les données, j'ai anonymisé, j'ai mis les données anonymisées, etc. Donc, rien de ce que vous allez voir ici n'est réel. C'est vraiment un environnement de démo. ok, Donc, on a ici une page de gestion des modèles d'email. Les modèles d'email, ils sont là dans la liste de gauche, donc il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a des modèles pour les participants, convocation à J-7, rappel à J-1, enquête de satisfaction à chaud le jour J, satisfaction à chaud, le rappel de l'enquête de satisfaction à chaud J+1, puis enquête à froid, puis etc. Donc il y a un certain nombre de, il y a un certain nombre de modèles. Et là, en dessous, on va voir nos modèles d'email. Donc la convocation des participants, on la définit ici. En haut à droite, on a toutes les variables disponibles qui, pour l'essentiel, viendront du programme de formation, du groupe de participants à qui on envoie ça, etc. Donc toutes ces informations disponibles, on les envoie. Enfin, on peut les intégrer dans le mail par les mettant en dur, mais en utilisant des tags ici, comme dans à peu près n'importe quel outil de mailing. Et pour les trucs un peu plus compliqués, genre là, les infos sur le format, en fait, c'était compliqué d'aller intégrer des trucs conditionnels, donc j'en ai fait des champs à part. C'est-à-dire, ce d'accord. truc conditionnel format, il va être remplacé selon le format de la formation par un de ces trois blocs-là. Si la Ouais. formation est en présentiel, ce sera ça. Si elle est en distanciel, ce sera ça. Si elle est hybride, ce sera ça. Et comme ça, du coup, on gère à un seul endroit ces modèles d'email qui seront utilisés de base pour toutes les formations. Et ensuite, Et les variables, c'est les variables qui sont dans Airtable. les variables, alors le remplacement des variables, je gère à la main avec une formule Airtable, mais ces variables-là correspondent à des informations qui sont dans Airtable. Ouais, ok. Des fois remises en forme, etc. Si je mets une date, ça met pas la date en brut, ça met une belle date bien formatée du 1er juin au 5 octobre, du 1er au 3 juin si c'est le même mois. Enfin, ça met des mises en forme un peu intelligentes. Et ensuite, à partir de ces modèles d'email, on a donc pour chaque formation. Wow. Ouais, bon là,
c'est du HTML un peu lourd, mais en gros, ça va automatiquement, pour chaque formation, Ouais. aller remplacer les variables, générer l'HTML du mail à envoyer. Mmh. On peut s'envoyer un email test pour vérifier que tout s'affiche bien, etc. Mmh. C'est en dessous, voilà, je peux envoyer un email test, le recevoir à mon adresse pour voir ce que ça donne, et si besoin, je peux aussi aller personnaliser le contenu. C'est-à-dire, je copie là, je colle à droite, et je vais modifier mon HTML si je veux. Si le champ de droite est renseigné, on ne prend pas en compte le champ de gauche, sinon c'est le champ de gauche, par Ouais. défaut, qui est pris en compte. Donc l'interface, ça, c'est vraiment pour gérer, en fait, pour orchestrer toutes les campagnes. Et à gauche, on voit dans la liste, on a tous les types d'emails, on a le statut, cet email-là, il a été envoyé, cet email-là, ah, attention, il n'y a pas de destinataire. Pourquoi il n'y a pas de destinataire? Bon, bah, concrètement, parce que j'ai anonymisé les données, donc j'y verrai toutes les adresses mail. Donc forcément, il me dit que les destinataires sont manquants. J'ai aussi la possibilité de dire tel email pour tel programme, j'ai pas envie de l'envoyer, ou alors pour tel programme, j'ai pas envie d'envoyer de mail du tout. Donc j'ai une certaine latitude aussi pour aller ajuster tout ça. Ça, le mail, il est envoyé à beaucoup de gens. Genre, c'était l'outil d'emailing pour envoyer à des centaines de personnes via Airtable, ou alors c'est juste une personne qui est destinataire de la. Non, non, en fait, t'envoies à tous les participants. En moyenne, c'est quelques dizaines de participants par jour, en fait. D'accord, ok, je vois. Donc, t'envoies quelques dizaines de mails par jour, ce qui fait que tous les envois sont envoyés, tous les mails sont envoyés par Gmail, directement. Ok. Il n'y a pas d'orchestration avec Brevo ou autre. Ouais. Et disons que même le timing de ces emails est géré directement dans les templates. C'est-à-dire que là, dans mon template, je dis écart à la date de début. Ça veut dire qu'on envoie 7 jours avant la date de début. Donc, automatiquement, ce mail-là, il va toujours s'envoyer 7 jours avant la date de début. Et du coup, tu peux vraiment... Enfin, tu gères ton calendrier d'envoi sans avoir besoin de t'embêter à chaque formation, de dire bon, alors ça, quand est-ce que je vais l'envoyer, etc. Et je rejoins totalement Guylaine, qui dit qu'avec les outils no-code, tu peux vraiment, pour chaque organisme de formation, faire un truc totalement sur mesure pour s'adapter au fonctionnement de chacun. Parce qu'effectivement, je bosse avec plusieurs organismes de formation. Il y a évidemment des similitudes, mais aussi énormément de différences. Il n'y en a pas deux qui fonctionnent de la même manière. Et c'est vrai qu'avec des solutions comme ça, tu peux avoir un truc qui est vraiment sur mesure pour leur fonctionnement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as quand même recyclées parce que tu trouves que c'est pertinent? Enfin, est-ce qu'il y a des blocs, tu pourrais donner des blocs qui sont là à chaque fois dans tes projets, peut-être sur de la formation, qui sont. Non, plus des fonctionnalités. Ouais. Dans les fonctionnalités dont on parlera plus tard, il y en a certaines effectivement que j'ai faites pour d'autres clients, parce que c'est des choses assez standards. Ça, ce truc d'envoi d'email, c'est pas Standard, pas la seule fois que j'ai fait ça, mais c'est la seule fois où j'ai fait ça à cette échelle-là et pour de la formation. parce que ce côté d'avoir plein de tempêtes d'emails et de se dire. Alors là, il y en a peut-être beaucoup, mais enfin, c'est un cadre qui est utilisable dans plein de situations quand même. Le fait Ouais. j'allais dire, même dans plein d'activités, tu peux avoir des processus d'information de tes clients ou tes fournisseurs sur différents aspects, voilà, Ouais, complètement. En fait, pour ça, tu as deux stratégies. Soit tu définis tes templates dans Brevo ou autre, et c'est ça que tu vas envoyer. Ouais. Soit tu gères le contenu de tes templates dans ton outil. Et en fait, je pense que je ne serais jamais arrivé à cette solution-là si je faisais pas du Bubble en particulier, parce que D'accord. Bubble, ça permet de développer des web apps, et dans les applications web, il y a beaucoup d'emails transactionnels qui sont envoyés pour plein Oui. d'événements dans l'application. Et généralement, tu as besoin d'un endroit centralisé où tu vas gérer tous ces emails transactionnels, leur contenu, etc. Donc c'est un peu un standard
que je fais dans le D'accord. développement de mes apps. Et c'est vrai qu'au moment de le faire, ici pour ce projet, j'ai envisagé de me dire: «Est-ce qu'on peut définir dans Brevo et tout?» Mais en fait, je me dis, c'est quand même très spécifique, il y a plein de trucs à remplacer et tout. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même logique, ce que je fais d'habitude dans les web apps? Est-ce qu'éventuellement ça pourrait marcher dans Airtable? J'étais pas sûr au début parce que c'est 2 environnements qui n'ont rien à voir. Donc Mmh. j'ai un peu cherché avant de trouver vraiment la formule qui fait que ça marche et que techniquement on arrive à avoir un truc qui a du sens et qui fonctionne et qui est flexible, mais en même temps fiable et voilà. Mais je suis assez content de ce que ça donne et maintenant, enfin donc c'est vraiment utilisé au quotidien, ça leur a économisé du temps à une échelle, assez, incroyable, quoi. Parce que, bah, tous ces emails, des emails quotidiens, ils étaient envoyés avant à la main. À chaque fois, c'était toujours: Mmh. «OK, on copie-colle un template, on remplace les informations qu'il faut». Enfin, c'est un temps considérable, et c'est vrai qu'avoir ce truc-là qui fonctionne, ça aide quand même énormément à Ouais, gagner du temps. d'un point de vue général, ce côté, template, heu, variabiliser ou alors selon certains champs que tu as renseignés, ça va formater un template, avec, certains blocs ou d'autres et qu'ensuite, tu as plus qu'à envoyer, c'est un usage assez intéressant avec Airtable. Ce côté, ton projet ou ta mission ou la formation, elle a certaines caractéristiques. Selon ces caractéristiques, ça va formater l'email que tu vas envoyer. Donc, Airtable est très bon à ça. Tu peux aller très loin dans la customisation de cet email, dynamique, on va dire. Mmh mh. Il y a Guylaine qui demande si, alors ça, c'est un grand débat sur ces questions d'email automatisé, d'envoi automatique des emails selon des étapes de process. Moi, c'est vrai que sur les envois d'emails, je trouve que les gens, ils aiment bien quand même avoir la main sur, l'envoi. Ils aiment bien Mmh. pouvoir cliquer sur un bouton et non pas que les choses s'envoient, via un trigger et je suis assez d'accord parce que si les gens aiment bien avoir la maîtrise sur ce point-là. Bah, après ça dépend, si tu envoies une campagne par mois, ouais, si tu envoies, 3 emails par jour, non. Non, non, tu as pas envie de cliquer à chaque fois pour que l'email s'envoie. Surtout quand en plus tu as des contraintes de temps. Typiquement dans les formations, 15 minutes avant la fin de la formation, on envoie l'enquête de satisfaction. Oui. Oui, oui, alors là, oui, effectivement. Enfin, tu vas pas te mettre un réveil pour te dire: «C'est maintenant qu'il faut que j'envoie». Non, Oui, tu non, tu mais programmes il y a ton des ton choses il y a message des choses ton où message enfin, Gmail, mais il y a des et situations où moi, je sais que les gens, aimaient avoir le bouton, mais c'était eux qui envoyaient, quoi. mmh mh. Mais ça Oui, bah, dépend après sur du comme tu dis, sur des emails comme ça, où tu as beaucoup d'emails, oui, il faut que ce soit automatisé. Mais il y a certains cas où quand même enfin, c'est les gens qui le ressentent, en fait, assez naturellement. Ah oui, complètement, complètement. Enfin, à chaque client son besoin, ses envies, et cetera. Je réponds à plusieurs questions et remarques de Flapatosaurus. 1er point, est-ce que c'est pas un peu trop, enfin, est-ce que c'est pas too much de faire ça, sur mesure, sur, Airtable et de réinventer en quelque sorte un Brevo? Bah, en vrai, pas tant que ça parce qu'il aurait fallu, faire d'autres configs, qui auraient pas été les mêmes. Il aurait fallu avoir plusieurs templates, il aurait fallu envoyer le bon template, potentiellement avoir des scénarios d'envoi, heu, qui vont être différenciés et pour remplir d'abord un template, mais ne pas l'envoyer tout de suite, pouvoir laisser le client, corriger si besoin, puis envoyer. Bah, Brevo, il est pas fait pour ça, en fait, il aurait fallu tricher. Donc il y aurait eu des avantages certains, bien sûr, notamment d'avoir un éditeur de mail visuel, mais aussi d'autres inconvénients. Et pour moi, ce qu'on a fait n'est ni plus lourd ni moins lourd. C'était juste de mon point de vue, de la compréhension que j'ai eue du besoin du client et même aujourd'hui, je pense qu'on est parti dans la bonne direction. C'était la solution technique qui était la plus adaptée, à ce besoin. Ça veut pas dire que c'est toujours ce qu'il faut, quel que soit le cas de figure. Donc 2e point, est-ce que, le client utilise juste la partie interface d'Airtable ou la base de données? Heu, L'interface en très grande majorité.
La base de données, un peu, quand il y a besoin d'aller chercher une information spécifique, etc. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment les interfaces. Et enfin, est-ce que ça n'a pas été trop dur d'apprendre ça pour le client? Eh ben non, justement parce que le premier point, enfin le premier essai un peu loupé de ce système nous avait permis d'apprendre, et en développant ce système, on a eu un système qui était à la fois hyper, spécialisé sur un process, donc il y a pas tout à réapprendre, c'est juste comment marche ce process-là, et en plus de ça, il y a une valeur qui est évidente. C'est évident que ça va gagner un temps colossal d'apprendre ce truc-là. Donc à partir de là, heu c'est beaucoup plus facile de se dire: «OK, je fais l'effort de mettre les mains dedans», et de toute façon, enfin, c'est une construction qui a été faite aussi, collectivement en échangeant beaucoup, avec le client régulièrement, et cetera, et en travaillant au quotidien avec Chloé, donc qui utilise cet outil au quotidien. On a pu vraiment, faire quelque chose Alors, qui correspondait et absolument, qu'elle comprenait, qu'elle pouvait utiliser et qui lui serait utile. il y a 2 choses. Il y a Guylaine qui dit qu'il y a certains de ses clients qui sont attachés à l'affichage data. Et ce que je comprends, notamment les gens qui ont un peu une maturité numérique assez faible, bah, eux, ils aiment bien que les choses restent comme elles étaient. Et c'est la puissance d'Airtable aussi, c'est-à-dire que la transition peut se faire doucement, c'est-à-dire qu'on Mmh. peut passer d'Excel à l'affichage data, et puis ensuite, s'il y a vraiment de la value, aller vers l'interface, mais ça peut bien marcher en data, ça c'était un point. Et Pierre, je voulais savoir, est-ce qu'en interne, dans cette boîte-là, il y a des gens qui ont pris goût à Airtable, est-ce que tu as des power users en interne sur l'outil ou pas tant que ça? Pas encore, mais justement des échanges que j'ai avec Chloé, je sens que ça l'intéresse de plus en plus ce genre de Ok. choses, et je serais pas surpris que, voilà, dans un futur plus ou moins proche, elle soit intéressée par mettre de plus en plus les mains dedans. Mais pour l'instant, non, on a beau avoir commencé sur un process en particulier, on a quand même commencé par un truc plutôt technique. Donc Bien sûr. c'est voilà, même si c'est un truc très, très spécialisé, c'est une grosse machine, et c'est vrai que c'est pas forcément si évident que ça. Il y a des dépendances dans tous les sens, donc c'est pas forcément le système le plus simple à aller, éditer. Mais bon, Xavier qui dit que quand il n'a pas l'impression de gagner du temps, la conduite du changement est compliquée. Bah, ça, oui, Oui, c'est ça, c'est évident. sûr. Je veux dire, si la valeur n'est pas perçue, c'est vrai que c'est compliqué d'embarquer les gens. D'où l'intérêt d'attaquer des problèmes qui sont importants et pressés pour, en répondant à ces petits problèmes, mais pressés, bah, avoir des gains importants rapidement, acquérir la confiance et faire qu'il y ait de l'attraction pour que tout le monde transitionne vers l'outil plus tard, quoi. Ça, Oui, c'est. complètement, complètement. Je connais pas la matrice d'Eisenhower, ça me dit rien. Mais Non. c'est vrai que c'est un point important. Il y a des clients avec qui ça se passe bien. Là, en l'occurrence, le client était, hyper investi dans le projet, très proche de l'opérationnel, de ce que je faisais, il y avait des échanges qui étaient assez, facilement possibles. Il y a d'autres clients où, ils sont tellement distants, tellement peu réactifs, et cetera, ou alors chez qui tu as pas du tout accès aux équipes opérationnelles, juste le dirigeant ou un manager, et là, tu sais que ça va être beaucoup plus compliqué. Hem, Mais donc, l'interface que tu as montrée, ce n'est pas qu'un process. mmh, alors les 2 pages que j'ai montrées, Parce que là, tu as beaucoup de pages d'interface quand même là. on va y arriver ensuite. Et donc c'est un Ouais. produit que j'ai livré il y a, Ah, ok. je sais pas, il y a plus de 2 ans, j'imagine. Il a beaucoup évolué depuis, donc il y a Ah, plein de ok, nouvelles ok. choses. Pour répondre à la question Flapatosaurus sur l'estimation de temps passé, heu en gros, c'est quelques jours. La première version qui a pas marché, c'était quelques jours de développement. Cette nouvelle version, c'était quelques jours de développement, et à chaque fois, les nouvelles versions, en gros, tous les ans, ils disent: «Bon, OK, on a réfléchi, là, cette année, nos priorités, ça va être ça, ça, ça». Je fais une estimation à la louche, à chaque fois, c'est quelques jours.
Et voilà, donc c'est pas mon plus gros client, loin de là, mais c'est un des clients de long terme avec qui je travaille, et on fait évoluer l'outil par petites touches en fonction des besoins, et de manière assez organique. Donc c'est plutôt sain, en fait, que de vouloir en faire trop, de vouloir trop caser des trucs dedans. Et donc le scénario d'envoi des campagnes mail, lui, est hyper simple. C'est juste, OK, on récupère l'email, on envoie, et on met à jour le record pour dire que l'email a été envoyé, avec des triggers réguliers. Mais finalement, la plus grosse, enfin, il y avait 2 difficultés dans ce premier process. C'est que déjà concevoir et faire marcher ce système d'envoi d'email, mais un peu plus caché, mais tout aussi important, c'était la synchronisation avec EduSign. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'EduSign a une API? J'ai botté en touche. La réponse est oui. Est-ce qu'EduSign a une bonne API? La réponse est non. Ah, ok. Concrètement, pour aller récupérer des sessions de formation, par exemple, tu récupères une session dont tu l'as dit, ou tu récupères toutes les sessions. Ce sont les 2 options qui s'offrent à toi. Ok. Alors je suis là, je suis en train de me dire, des sessions, vous en avez quand même beaucoup, et ce genre de truc, en général, ça va en augmentant. On va pas aller en permanence chercher toutes les sessions qui ont été créées dans l'histoire de l'humanité, ou plutôt de vos boîtes, pour les mettre à jour. Donc, j'ai opté pour la deuxième possibilité, qui est que EduSign propose des webhooks. À chaque création, modification, suppression, etc., il peut déclencher un webhook, et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Oui, tu disais? Ils sont en business, tes collègues? Sur Airtable, ils sont en quel plan? Je sais plus comment. Oui, business, je crois, le premier, quoi, le premier plan payant. Ah non, c'est Team. C'est Team, ouais. Non, parce qu'avec le business, tu peux. Parce qu'il y a cette question que ça peut coûter beaucoup d'opérations d'aller récupérer toutes les données en permanence, clairement. Et maintenant, il y a la capacité de faire une synchronisation via un fichier CSV de n'importe quelle base de SaaS. Tu as un SaaS, si tu as un call pour aller récupérer toute la liste, par exemple, de toutes les Ouais, ok. informations, tu mets ça dans un modèle, dans un format CSV, ça compte 0 opération. Et ensuite, tu as un call dans Airtable pour synchroniser l'ensemble des données de ta. Donc, en fait, tu peux faire des synchros même tous les quarts d'heure, on s'en fout. Ça va être très peu cher en opération. Ok, intéressant. Je sais pas depuis combien de temps ça existe. En tout cas, je n'étais pas au courant de ces. Moi, je l'ai découvert avec une mission que j'ai faite, que j'ai repris d'une agence. Elle utilisait ça partout. Alors, je pense que elles doivent les connaître, et aussi parce que son client est un enterprise, donc ils y avaient accès. Mais quand tu es en business, s'il faut être en business, tu as cette espèce de synchronisation via CSV qui est très puissante et qui coûte rien, quoi. Donc, quand tu veux, notamment dans ce cadre-là, faire d'Airtable une extension d'un SaaS, ça peut être vraiment intéressant. Ok, moi je creuserai, c'est effectivement intéressant. L'insynchronisation entre EduSign et Airtable, c'est une synchronisation dans les 2 sens. C'est. Voilà, Dans les deux sens. Mais pourquoi pas? Ça veut dire quoi dans les 2 sens? Bah, dans les 2 sens, quand certaines modifications sont faites dans Airtable, on les répercute dans EduSign également. Ah, vous n'avez pas défini de single source of truth, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit qui est la base de la donnée et où tout le monde change la donnée systématiquement. Les gens peuvent changer la donnée, que ce soit dans EduSign ou dans Airtable. Pas toute la donnée, disons que ça va beaucoup dépendre du process, mais il y a certaines modifications qui vont être répercutées de Airtable vers EduSign pour tout un tas de raisons. Mais Ok. entre autres, ne pas faire à EduSign des choses qui ne faisaient pas, et respecter un minimum les process existants.
Donc, ça veut dire que tu as 2 scénarios. Donc, dès que tu as un webhook, dès qu'il y a une mise à jour dans Airtable, ça va mettre à jour dans EduSign. Ouais. Et dans EduSign, tu as un webhook qui se trigger dès qu'il y a une modification dans EduSign. Ça marche seulement pour certains points, évidemment, parce que sinon tu as des boucles infinies, mais Ah oui, absolument, tu as des boucles infinies. ah oui, non, mais voilà, je dis, c'est juste quelques points qui, eux, sont Ok. gérés dans Airtable et pas dans EduSign, quoi. Mais voilà. Mais typiquement, quand tu as un participant qui est créé dans EduSign, il est Ouais. envoyé à Airtable. Ouais. Donc, on envoie l'ID Airtable dans EduSign, ce qui fait qu'EduSign dit « Hey, ça a été modifié !» Il réenvoie la modification dans Airtable, et là, fin de la boucle, quoi. Donc, c'est un participant sera créé, puis modifié dans Airtable, quand il est créé dans EduSign. On ne peut pas trop l'empêcher. J'ai pas compris. C'est créé dans EduSign, ça part dans Airtable, d'accord? Ouais. Et pourquoi ça repart de l'autre côté après? Dans EduSign, je stocke l'ID Airtable. Ok, d'accord, ok. Pour éviter d'avoir à faire une recherche à chaque fois. Ah, tu veux dire qu'à chaque fois, en gros, tu as l'URL qui est construite avec, par exemple, je sais pas si l'URL de l'interface et puis le nom de la record ID que tu n'as qu'à cliquer pour aller directement sur la fiche de la personne, c'est ça? Non, c'est juste que tu peux mettre des champs personnalisés, notamment un ID externe dans EduSign. Donc je Ouais. stocke l'ID Airtable dans EduSign. Comme ça, quand je récupère une création ou une modification de participant, pour savoir s'il est dans Airtable, j'ai une chose à faire. Est-ce que l'ID Airtable existe ou pas? Ok, d'accord. Okay. Et donc voilà, ça a été un peu galère à mettre en place et affiner, etc., pour avoir vraiment le fonctionnement qu'on voulait, mais ça marche très bien, sauf quand, en septembre, nos webhooks et EduSign ont sauté. Ils étaient là, et puis du jour au lendemain, ils n'étaient plus là. Alors on a contacté le support, ils ont dit c'est pas possible. On leur a dit c'est quand même ce qui s'est passé. Ils ont regardé, ils ont dit ah oui, effectivement, c'est possible. Et ils nous ont remis les webhooks et tout a bien marché, mais en dehors de ça, vraiment, ça tourne, je sais pas, depuis plus de 2 ans, sans aucun souci, quoi. Et donc, au niveau des scénarios, donc c'est ajouter des participants, ajouter des groupes, ajouter des professeurs. Ouais. Pareil pour la suppression ou alors l'édition, quoi, c'est ça, ok. Voilà. Mais donc ça tourne, et ça fait qu'ils peuvent définir tout ça dans EduSign comme ils le font d'habitude, et ensuite, dans Airtable, ils n'ont pas besoin de se poser de questions. Ils savent que les infos, si je vais dans mes groupes, voilà, là, pour ce client, je peux voir toutes les infos, tous les inscrits à la formation, tous les présents à la formation, les différentes sessions qui ont été prévues, les différentes campagnes pour ce groupe, le contenu de l'email là, que je peux aller gérer. Je peux aller sélectionner directement la campagne pour éditer ici. Enfin, on peut directement aller modifier tout ce qu'on veut. Donc ça simplifie grandement d'avoir un peu cette interface unifiée pour tous les besoins. Donc là, le périmètre, donc, ça gère tout ce qui est emailing, c'est ça? Ouais. Alors, au début, ça gérait tout ce qui était emailing. Ouais. Ah oui, Euh, là, il y a le suivi des participants et tout ça, ça va beaucoup plus loin. C'est ça, et maintenant, donc, on a petit à petit ajouté des fonctionnalités. La première, c'était le suivi de la participation. Donc là, quand je dis à droite, on voit les participants qui ont été présents. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté. Après, on a des stades de présence plus poussés. Parce que EduSign ne permettait pas d'avoir ces logiques de présent, pas présent, ou c'est juste parce que vous vouliez que ce soit synchronisé pour avoir une vue dans Airtable aussi? Je sais pas ce que propose EduSign en la matière. Okay. Mais de toute évidence, ça leur suffisait pas. Ils avaient besoin d'un dashboard un peu plus personnalisé qui Okay. faisait remonter vraiment les bons indicateurs. Et du coup, vu qu'on avait les infos, ça je me souviens plus exactement, mais ce suivi des taux de présence, c'est une demi-journée, une journée de boulot. Donc Ouais. en une demi-journée, une journée, tu as vraiment un truc sur mesure
qui te permet de faire facilement le reporting au client, qui te permet de générer ton rapport de fin d'année instantanément, alors qu'avant, il fallait aller cruncher les données à droite à gauche. Donc ça rendait en tout cas un vrai intérêt pour le client. Ce qui est marrant aussi, c'est que ça amène des questions. On a à nouveau échangé avec le client il y a pas très longtemps sur qu'est-ce que ça veut dire un participant présent? Le taux de présence, comment on le calcule? Ouais, moi, j'ai eu la même. Il y a... Bah, alors, moi, j'étais avec. Parce que j'ai un autre client aussi qui fait beaucoup de formations. Et donc, il y avait les questions de ce que c'est que la notion de stagiaire, par exemple, de quelqu'un qui fait la formation. Et après, il y a le taux d'assiduité. Parce qu'en fait, il y en a qui peuvent participer, mais qui ne vont pas être à toutes les sessions. Mais c'est Donc, ça. ils sont présents parfois tout le temps, et parfois, certains, ils sont partiellement absents. Et donc, est-ce que tu intègres ou non ces partiellement présents dans les présents, quoi, tu vois, C'est ou dans ça. les Donc, stagiaires. tu as 2 séances de formation, un groupe de 5 personnes. La première séance, il y a les 5 participants, la deuxième, il y en a 4. C'est ça. Est-ce que tu as 100 de participation parce que tout le monde a participé au moins à une séance? Est-ce que tu as 90 parce que c'est, la moyenne des taux de présence dans chaque séance? Est-ce que tu as 80 parce qu'il y a une personne qui a loupé? Voilà, c'est des questions à se poser et c'est vrai que tant que tu as pas à le calculer toi-même, c'est des questions que tu ne poses pas forcément. Et en fait, il y a des indicateurs comme ça sur lesquels on a fait quelques allers-retours en se disant: «Mais, en fait, je sais même pas ce qu'on récupérait jusque-là et je sais même pas ce qu'on a envie de calculer». Donc, voilà, on se pose, on en discute et on trouve la bonne manière. Question d'Edouard Meyer, quelle est la répartition des fonctions entre Edusign et Airtable? Comment se fait cette répartition? C'est en fonction de ce qui est possible évidemment, on peut pas faire à Edusign des choses qu'il ne sait pas faire, mais c'est aussi en fonction des process. Edusign, c'est plutôt, pour gérer en amont, c'est pour envoyer les fiches de présence. Tout ce qui se passe après la clôture des fiches de présence, ça ne concerne plus du tout Edusign. Donc il y a une certaine temporalité, on va dire, des process, qui fait que, on va plutôt être dans tel outil à tel moment et dans tel autre à tel autre moment. Mais là, voilà, c'est vraiment, comme dit Guylaine, ça dépend à 100 du fonctionnement, de l'entreprise. C'est la réponse qu'on a trouvée là pour ce client, c'est celle qui est là pour ce client. Parce qu'il fonctionne comme ça, parce qu'il y a ce besoin-là, parce qu'on a fait les choses dans cet ordre-là aussi et elle pourrait être différente pour d'autres clients. Une autre grosse, nouveauté, c'était la gestion des évaluations de formation. Évaluation à chaud, évaluation à froid, auto-évaluation en amont aussi des formations. Voilà, comment vous vous situez sur ces objectifs, qu'est-ce que vous attendez de la formation, et cetera. Ça, ce sont des formulaires que l'on génère automatiquement sur Google Forms, à partir d'une base commune et de questions spécifiques à la formation, notamment sur les objectifs. On a une question par objectif, dans les évaluations après la formation, c'est à quel point vous estimez que tel objectif est rempli. Avant la formation, c'est comment vous vous situez par rapport à tel objectif, où vous estimez votre niveau actuellement. Et voilà, donc ça, c'est des choses forcément qu'on doit générer dynamiquement. Et donc, on a mis en place, d'une part, la génération dynamique de questionnaires. Donc, si on va là... Voilà à quoi ça ressemble ici. On récupère le programme et on va aller d'abord dupliquer un formulaire. Il faut savoir qu'on peut faire plein de choses via l'API Google Forms, mais pas tout. Notamment toute la mise en forme, un certain nombre d'options avancées, on ne peut pas les définir ni par l'API, ni par des scripts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un template de formulaire qui a les bonnes bases, je duplique ce template, et ensuite, je lui ajoute les bonnes questions. Et Google Forms, pourquoi Google Forms? Parce qu'ils utilisaient Google Forms. C'est une bonne raison. Non, c'est parce que ça répondait totalement aux besoins, ils l'utilisaient déjà, c'est gratuit, donc non, c'était
Ok. Tu aurais vu quoi, toi? Et par rapport au fait que ça demande à configurer, ça demande justement. Tu peux pas synchroniser ton Google Form avec de la donnée externe. Il faut que tu fasses automatisation pour le générer automatiquement, c'est ça? Ouais, C'est ça. ouais, c'est ça. Mais tu sais, un Google Form par quoi? Par formation? Ouais, un Google Form par formulaire, par formation. Pour chaque formation, il y a auto-évaluation, évaluation à chaud, évaluation à froid. Mais c'est les mêmes questions sur le principe. Sur le principe, c'est les mêmes questions, sauf les questions spécifiques liées aux objectifs. Et parfois, ils vont en ajouter, ils vont en enlever, etc. aussi. Ok. Là, même principe que pour les emails. Le formulaire est généré automatiquement. C'est facile, il y a juste un. Non, c'est pas au niveau du groupe, c'est au niveau du programme. En fait, en un clic, tu génères le formulaire. Il va se générer que en français, que en anglais, ou les deux à la fois, selon la langue de la formation. Et on enverra à chaque participant, en fonction de la langue de son groupe, le formulaire dans la bonne langue. Ouais. Et à partir de là, il est stocké dans Google Forms. Donc, le client a toute latitude pour aller changer tout ce qu'il veut. Donc, on est encore dans cette optique de on peut tout automatiser, mais en même temps, on laisse quand même une grande flexibilité derrière si le client veut ajuster les choses. Parce que Et comme donc, beaucoup de. on vous aide dans le process que vous aviez initialement. C'est un accompagnement. Mais voilà, on a automatisé ce qui ne nécessite pas de réfléchir. Et si vous devez faire quelques modifs, bah, vous pouvez toujours aller récupérer, regarder votre forme et le modifier. C'est ça, c'est. En gros, s'il n'y a rien à faire, si ça marche automatiquement, tu cliques juste sur le bouton, c'est généré et ce sera envoyé au bon moment et c'est tout. Fin de l'histoire. Si tu as besoin de faire d'autres choses, bah tu fais ce que tu veux. Et s'il y a besoin de prendre un formulaire externe, parce que c'est un formulaire qui a été généré par le client ou qu'il y a besoin spécifiquement d'utiliser tel outil, Mm. bah, tu mets à la main le bon lien du formulaire, Ouais. ici, dans Airtable. Mm. Euh, alors, ouais, Guylaine nous dit, c'est un bon point, j'ai l'impression que ça complexifie beaucoup avec leur système via DoSign, ils gèreraient tout dans Airtable, même les questionnaires d'évaluation, ça leur simplifierait la tâche. Alors les questionnaires d'évaluation sont 100% dans Airtable, il n'y a rien de DoSign. Je suis en partie d'accord dans le sens où, là maintenant, quand on voit où on en est arrivé, on aurait Airtable qui pilote à 100% EduSign et pas le contraire. Ce serait plus facile à mettre en œuvre. Parce que, en gros, la seule feature intéressante d'EduSign, c'est les fiches de présence. On est d'accord, c'est ça, en fait. Celle qui est la seule Donc, en gros, tu peux intéressante pour ça, avoir. mais en tout cas, la seule qui est vraiment utilisée, c'est celle-là. C'est ça. Donc, en fait, tu auras Airtable en single source of truth et qui pousse d'Airtable vers l'outil pour la partie juste fiche, ça pourrait fonctionner, quoi. Complètement. Ça pourrait fonctionner. Ce serait plus efficace, mais en fait, ça n'a pas été construit comme ça, parce qu'au début, c'était vraiment EduSign qui était au cœur Bien du sûr, truc, et Airtable qui était une petite extension. bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'un Et jour. eux te l'ont pas dit. Eux, ils n'ont pas cette. Ils ont pas suggéré ce genre de choses. Euh, Ou ils n'ont pas la bon, maturité. il n'y avait pas vraiment de raison de le faire, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de le changer. Ça marche très bien comme ça. Ok. Ça consomme un peu d'opérations mail qui sont pas au. Enfin, ils sont au premier plan, mais pas aux 10 000 opérations, ils sont un peu plus. Ah oui, ça va, Mais ça. ça leur coûte pas une fortune. Oui, non, ça va. Et structurellement, enfin, c'est pas une start-up, ils n'ont pas une augmentation Oui, oui, oui. hyperbolique des opérations. Donc, il n'y a pas de raison particulière que de ce point de vue-là, ça bloque. Est-ce qu'à un moment, on se rendra compte qu'il y a des choses qui font que c'est pas fiable, qu'il y a des erreurs, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, on dira, bah ok, on inverse la logique. Maintenant, vous pilotez dans Airtable, et Airtable pilote EduSign. Et honnêtement, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Mais pour l'instant, zéro raison de le faire. Oui. Euh, donc c'est. Oui. La valeur a été apportée, il n'y a pas de raison. Oui, je suis d'accord. Voilà, des fois, enfin, c'est bien de se dire, ok, si c'était à refaire, voilà comment je le ferais. Mais revenir sur un truc qui marche, quand il n'y a pas de Oui, raison de le modifier, plutôt mauvaise idée la plupart du temps. Euh,
Donc cette génération de formulaires, elle marche, un poil technique l'API Google Forms, mais bon, c'est pas le truc le plus insurmontable non Tu plus. peux montrer un petit peu ce qu'il y a dans les modules Google Forms? Ça m'intéresse, juste par Ouais, curiosité. ouais, alors attends, OK, donc ce qu'il y a dans le module Google Forms, bah, de toute façon, il y a rien, il y a juste du JSON, quoi. En fait, il faut Ah, il y a le comprendre JSON complet? ouais. Oh! Mais alors, ouh là là, d'accord, OK. En fait, il y a des questions qui sont déjà définies dans le formulaire de base, d'autres questions que j'ajoute ici et voilà, bon, c'est du JSON, et en plus, la syntaxe particulière du JSON, Google Forms est particulièrement lourde, mais bon, c'est tout, ça se fait. Quand tu sais ce que tu veux faire et quand tu sais ce que tu manipules, honnêtement, il y a pas de difficulté particulière. OK. Heu, En fait, le plus compliqué finalement, c'était de récupérer les réponses. Parce que dans Google Forms, tu as pas cette logique de webhook. Tu peux pas dire quand tu crées un formulaire: «OK, tu m'envoies automatiquement toutes les réponses là-bas, Ouais. que je les récupère». Ça veut dire qu'il faut régulièrement aller vérifier les formulaires qu'on a créés pour voir s'il y a des nouvelles réponses qui sont Aussi arrivées. les uns après les autres? Ouais, mais quand on maîtrise, on va dire l'optimisation du nombre d'opérations dans Make, c'est pas si lourd que ça non plus. En gros, bah, tu récupères donc tous les programmes qui sont concernés, tu vas les reformater pour avoir une base de tes programmes, non, ça c'est quoi? Ça c'est tu récupères les évaluations déjà. Tu dis: «OK, je cherche toutes mes évaluations déjà dans Airtable pour ces programmes-là, j'en fais un arrêt et derrière je vais itérer sur chacun de mes formulaires. Dans Google Forms, je récupère les réponses à ce formulaire-là. J'ai un filtre ici pour voir est-ce que la réponse que je viens de récupérer est déjà dans Airtable ou pas, sur la base de ce que j'ai agrégé ici. Sinon, je déclenche un autre scénario qui va, enregistrer ça dans Moi, Airtable. rien que pour ça, je les aurais fait, sortir de Google Forms. Rien que pour la génération et enfin, je sais pas, mais après je sais pas si on aurait pu fonctionner parce que là, il y a quand même le côté que tu fais des questions custom. Est-ce que tu penses qu'avec un fill out synchronisé, ça aurait pu fonctionner, tu vois, par exemple? Ou non? Parce que, Hem, alors oui et non. Fill out, ça répond aux besoins, je veux avoir un formulaire dynamique qui affichera le nom du client, qui affichera les bons objectifs qu'on évalue, parce que tu entres en paramètres URL les noms des objectifs que tu affiches. Tu crées des fonctions, enfin des questions d'évaluation génériques pour tous ces objectifs et l'intitulé que tu mets, tu le récupères par paramètre URL. Donc en paramètre URL, tu peux définir ce que tu veux et comme ça, tu as un formulaire qui est personnalisé pour tout le monde. Ça se ouais, fait totalement avec Fillout. OK. L'inconvénient, principal et ça a d'ailleurs plein d'avantages, par rapport à certains des inconvénients de Google Forms. Le problème, c'est que ton fill-out, ben, c'est juste un fill-out. Si tu veux personnaliser quoi que ce soit, pour un client en particulier, tu peux pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors que Heu, toi, là, dans la conception de ton forme, tout est variabilisé, tu peux mettre ce que tu veux. Si tu veux du vert, tu mets du vert, enfin, tu mets ce que tu veux comme, et non, ça, c'est non parce que ça se gère pas par API. alors quels sont les trucs que tu gères qui ne sont pas gérés par, Fillout? Qu'est-ce que tu gères par API pour Google Forms que tu ne peux pas gérer pour Fillout? Des questions, totalement personnalisées. C'est pas juste un intitulé qui change à partir d'un paramètre URL, c'est vraiment l'intitulé de la question qui n'est pas le même. Tu Oui, vas, mais personnaliser l'intitulé, tout. enfin, tu dois la créer quand même, cette question personnalisée. Ouais, Mais dans le JSON, tu as juste une variable que tu as définie dans Airtable, tu définis la question dans Airtable et ça vient se mettre dans le JSON mmh, et c'est bon, ça fait sachant les que tu peux définir l'ID que tu veux pour une question quand tu la crées. Donc ça permet de créer automatiquement dynamiquement des questions, tout en pouvant de manière prévisible récupérer les résultats parce que c'est toi qui as déterminé quelle ID elle allait avoir.
que tu pourrais aussi, dans Filout, tu pourrais avoir potentiellement, dès que tu as des questions supplémentaires au custom, tu les rajoutes comme champ supplémentaire et tu peux afficher ou non les questions dans. Tu pourrais variabiliser, tu peux faire ça. Tu peux variabiliser dans ton URL des variables qui seront utilisées pour afficher ou non certaines questions spécifiques. Tu vois, par exemple. Ouais, mais enfin, si les questions spécifiques changent pour chaque client et que t'as pas 3 clients mais que t'en as 150, j'ai peur que la solution soit pire que le problème. Alors, Tandis que là, dans ton Google Forms, tu fais ce que tu veux. Ton Google Form, il est créé. C'est le Google Form de ton client oui, pour cette formation. Tu veux modifier ce que tu veux, tu modifies ce que tu veux. oui, Tu fais pas mieux en termes de flexibilité. non, mais je crois effectivement, je suis d'accord que. Mais, alors, ça demande quand même, après, pour le retraitement de la donnée, récupérer effectivement un peu de manipulation comme tu l'as fait. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que Mais, si tu crées massivement des formulaires, Filout, il n'y a pas encore d'API pour créer massivement des formulaires comme ça. Là. Tally, maintenant, tu peux créer des formulaires via API. Alors, Tally, moi, c'est bon. Hein. Je vais en faire pour une mission non merci. Quoi. Franchement, l'API Tally. Ah ouais, j'ai pas encore touché. Mais si potentiellement tu peux, d'une part, créer un formulaire via API et d'autre part, créer le webhook de ce formulaire via API, là, c'est bingo. À créer le webbook du. Oui, 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 oui. Parce que là, ça veut dire que tu crées tous les formulaires que tu veux et en même temps, tu t'assures que tous ces formulaires pointent bien au même endroit. Et là, ça peut permettre de résoudre un peu tous les problèmes. Mais bon, c'était pas sur la table. Et donc, Formaloo, tu connais Formaloo? Apparemment, il y a Formaloo. Je connais pas Formaloo. je connais pas du tout. Alors, Claire dit sinon avec N8N. Oui, effectivement, N8N permet en un seul module de s'affranchir de ce que j'ai fait là, où je fais des recherches, aggregator, des comparaisons, etc. Ce qui se fait très bien et en étant très économe en opération, mais c'est vrai que N8N, tu mets juste ton gros module compare, ou Node, on appelle ça sur N8N, je crois, et c'est tout, ça fait le taf. Effectivement, mais moi j'utilise Make, et en vrai, Make, c'est très très bien gérer ça. Eh Euh, Claire, tu pourras nous faire la démo à la Code Week. On prendra ce scénario-là et tu montreras comment faire en 3 modules dans N8N. Ah, faire le formulaire dans N8N, il fait des formulaires N8N? Non, là, c'est la comparaison. C'est pas la comparaison des. D'accord, intéressant. Ah, il fait les formulaires. Ouais, apparemment. Bon, bah, on va passer plusieurs journées sur N8N. Claire, tu nous feras un petit cours. Hein. Même un gros cours. Et ouais, Guylaine dit t'as dû bien te casser la tête. Alors, oui, mais j'aime ça. Moi, j'avoue que c'est un peu c'est vraiment mon kiff de bosser sur l'algorithmique comme ça et de résoudre des problèmes comme ça. Euh, donc, Moi, non. Moi, je. donc voilà, je m'éclate beaucoup, mais ouais, enfin, c'est un certain niveau de complexité. Quand en plus de ça, tu ajoutes le fait qu'il y a du français, il y a de l'anglais, etc. Enfin, ouais, il y a un peu de complexité pour gérer tout ça. Ensuite, donc un des derniers trucs que j'ai fait, c'est de la génération de synthèse. Voilà, Ah, Claire, qui veut dire que tu peux faire des formulaires avec des étapes de workflow entre les pages. Donc, ça veut dire que tu peux mettre un formulaire, lancer la génération d'un doc et afficher le doc à l'étape d'après. d'accord, ouais. Ouais, intéressant. Finalement, ce qu'on fait, nous, Julien, avec des formulaires fill-out, où On tu fait utilises deux deux fill-out avec. formulaires de fill-out Ouais, et un webhook entre les deux, ce qui marche c'est bien ça. aussi. C'est ça. C'est un peu triché, mais ça marche. C'est ça. Euh, et donc, l'avantage de ces formulaires gérés de manière centralisée, c'est que ça permet aussi d'avoir un dashboard bien centralisé avec toutes les infos, avec tous les indicateurs, etc. Là aussi, ça a soulevé beaucoup de questions parce que un NPS, est-ce que tu calcules le NPS sur la moyenne des programmes ou sur la moyenne des groupes ou sur la moyenne des participants, ou qu'est-ce que tu regardes exactement? Parce que c'est pas la même chose en fait. Et ça. Surtout que, alors moi, j'ai eu ce même problème, c'est-à-dire que le calcul du NPS, tu peux pas faire un roll-up et demander la moyenne ou des choses comme ça. Ça marche pas comme ça. Si.
la moyenne, quand tu as des NPS sur des objets, si tu fais la moyenne des NPS, ça fait pas le NPS. Bah si, j'avais calculé ça et ça fonctionnait. Ah, parce que moi, je rajoute les plus. Je sais plus comment j'avais calculé ça, mais bref. A priori, il n'y avait pas de problème dans mon calcul. Ok. Hmm. Parce que pour moi, ce que je faisais, moi, bon, je sais plus. On pourra rediscuter de ça. Mais oui, non, oui, ce que tu dis est vrai dans le sens où strictement, effectivement, le NPS au global où tu prends la Tous les part de tous les participants. qui ont plus de 10, qui ont plus de 8 pour faire Voilà. plus. Ensuite, tu prends tous ceux que. Bah, ça, si tu l'as fait sur un petit échantillon, ça, c'est pas pareil que si tu. Non, mais on est d'accord que si tu fais ça sur tous tes participants, c'est pas pareil que si tu le calcules programme par programme et qu'ensuite tu fais la moyenne des programmes. C'est ça. Mais est-ce que pour autant faire la moyenne des programmes a moins de sens que de le faire au niveau de tous les participants? Pas Bah, forcément. c'est pas le même indicateur, en tout cas. Bah, c'est pas le même indicateur, effectivement. Mais parce que du coup, si tu as un programme qui une boîte forme tous ses employés et en fait la moitié des participants que tu gères sur l'année est issue de cette boîte-là, ça veut dire que cette boîte va avoir en fait un impact considérable sur ton NPS, alors que c'est pas forcément ça que tu regardes, tu veux pas juste regarder ce projet quand tu regardes ton NPS, quoi. Donc c'est Oui. pour ça que te dire, je fais des proxys, en fait, je calcule le NPS par programme, puis une Ouais, bien moyenne, sûr. ça peut avoir du sens, même si techniquement, effectivement, c'est plus vraiment du NPS. C'est de la moyenne de différents NPS. Ouais. Ouais, c'est un bon point. Et du coup, on avait donc la dernière chose que j'ai faite, c'était de la génération de synthèse. En fait, c'est partir de ces résultats de l'enquête de satisfaction pour Ouais. derrière aller Ah, des petits modules d'IA, quand même. voilà, générer une synthèse. J'ai pas préparé là, le slide à ce à quoi ça ressemble, mais en gros, c'est une page de récap avec quelques indicateurs, quelques verbatim, quelques mots de synthèse, etc., qui sont Mais générés. qu'est-ce que tu mets dans les modules de chat de OpenAI? Tu fais quoi dedans? Ça va dépendre, mais c'est tellement long à charger à chaque fois, ça. Ouais. Voilà, c'est en gros, bon, on a fait un questionnaire. Maintenant, prends-moi des verbatim de participants, reformulés de telle manière, etc. Prends les verbatim les plus représentatifs. Enfin, Ok. c'est Verbatim, point fort et amélioration, c'est ça? Et ouais, ensuite, tu prends ce truc-là et tu les mets dans le. Ok. c'est ça. Donc, ça permet d'aller générer une synthèse globale. Donc là, c'est à peu près l'état de l'art, de ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Bon, il y a plein de petits détails à droite à gauche dont je vous fais grâce. Mais donc il y a encore d'autres choses à l'avenir. La synchro Google Calendar aussi, que toutes les séances de formation soient synchronisées automatiquement avec Google Calendar, avec invitation ou pas aux participants selon les cas de figure. Enfin, tout ça à voir. Le support de Typeform en plus de Google Forms, c'est-à-dire pouvoir choisir est-ce qu'on est sur Typeform, est-ce qu'on est sur Google Forms, selon les cas de figure, parce qu'il y a des clients pour lesquels ils doivent utiliser Typeform. Ah ouais? Ouais. Donc ça, j'ai pas encore creusé. Il faut d'abord que je fasse une rapide étude de faisabilité pour voir combien de temps ça prend, est-ce que ça vaut le coup, etc. Mais Et est-ce ouais, que tu peux générer à la volée comme tu voulais dans Typeform aussi, c'est ouais, ça? Typeform a une API aussi pour ça. Ok. Et pour revenir à une question plus tôt, je t'ai pas oublié, mais c'est juste que je comptais en parler un peu plus tard. Édouard qui demandait, tu arrives à savoir par avance les prochaines nouveautés ou tu attends qu'ils reviennent vers toi, donc pour la feuille de route. En gros, c'est un peu de tout. Il y a des trucs, il m'en parle depuis longtemps, et puis un jour, c'est parti. Là, par exemple, le slide de synthèse, ça fait plus d'1 an qu'ils m'en ont parlé pour la première fois, et il y a 1 mois, ils m'ont dit ok, là maintenant, on lance. Il y a d'autres trucs, ils m'en parlent depuis longtemps, et peut-être que ça se fera jamais, et il y a d'autres trucs dont ils m'avaient jamais parlé, et ils disent
là maintenant c'est la priorité parce qu'il y a un process qui a maturé, parce qu'il y a les nouveaux besoins, parce que je ne sais quoi. Donc, et finalement c'est bien d'avoir un produit qui vit comme ça, en fonction des besoins et de l'utilisation des participants, enfin des utilisateurs, plutôt qu'une feuille de route figée à 4 ans qui veut rien dire, quoi. Si tu exécutes ta feuille de route sans jamais rien changer, c'est qu'il y a un problème quelque part, en fait. C'est que les utilisateurs se sont pas assez appropriés l'outil, qui ne savent pas faire remonter les choses, que les process n'évoluent pas en conséquence. Et là, par exemple, c'est un outil, ils lui ont donné un nom. Un peu après avoir commencé à envoyer les mails automatiquement, ils ont décidé que cet outil s'appellerait Cléa. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, ils ont dit cet outil, c'est Cléa. Et donc, c'est Airtable, c'est clair. Cléa est développé sur Airtable, entre autres. Mais l'outil qu'ils utilisent, moi l'outil que j'utilise c'est Airtable, l'outil qu'ils utilisent c'est un outil qui est développé sur Airtable, Ok. Et ils l'ont appelé Cléa. Enfin et en fait c'est bien parce qu'ils font aussi d'autres trucs sur Airtable. Quand ils disent Airtable, ça veut vouloir dire ça ou d'autres choses. Donc ça permet de mieux communiquer entre eux, de dire quand c'est sur Cléa, c'est sur Cléa. Et en plus, ça fait super plaisir parce que c'est un peu le niveau ultime de l'appropriation par les équipes. De dire, bah, moi, ce truc-là, j'ai envie de lui donner un nom, quoi. Ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui et j'ai envie de le reconnaître en lui donnant un nom spécifique. C'est pas mal, je trouve, parce que moi, dans les missions où il y a beaucoup de bases et beaucoup d'interfaces, c'est vrai que les noms sont un petit peu à rallonge, en fait, au final. Mm-hmm. Et le fait de définir que les différentes apps ont un nom particulier, c'est plus rapide pour en parler plutôt que de dire, alors ça, c'est le truc pour faire, c'est l'outil pour créer les formules clients, et ça, c'est l'outil pour gérer le réglementaire. C'est peut-être mieux quand les gens se le nomment, c'est adopté, c'est ça. Ah, mais complètement. Et ouais, Moi, ça pour m'est moi, jamais c'était arrivé. vraiment Ça un m'est jamais signal arrivé. fort et qui fait très plaisir. Et du coup, ouais, enfin, c'est cool de voir ça. Et c'est vrai que, enfin, c'est bête, mais ne pas utiliser les mêmes termes pour parler des mêmes choses est un vrai problème en entreprise, et pas que dans les grandes entreprises. Et même dans des TPE, PME, ouais, tu vas parler de la base produit, de la base commande, mais en fait, si tu parles à l'équipe marketing, à l'équipe logistique, à l'équipe SAV, bah, base produit et base commande, ça désigne pas forcément la même chose et pas forcément le même outil. Il y en a, ils seront sur Shopify, il y en a d'autres qui seront sur Airtable, il y en a d'autres qui seront sur un autre Airtable, parce qu'ils parlent de la base produit, mais de leur point de vue, de leurs besoins. Tandis que si tu as des noms précis, ben, au moins tu sais que tout le monde utilise une dénomination partagée. C'est clair. Alors, Xavier nous dit « J'avais changé une interface non utilisée alors que l'outil faisait exactement la même chose en changeant de nom pour les équipes. Et il pensait vraiment que tout était neuf. » Ça veut dire que personne n'a utilisé l'autre. Ouais, mais des fois, un peu de rebranding et ça change tout, clairement. Après, donc pour revenir sur enfin, pour faire une conclusion d'ouverture un peu sur notre sujet de départ, qui est l'automatisation pour les organismes de formation. Pour moi, c'est vraiment un métier qui s'y prête bien parce qu'il y a beaucoup de choses répétitives, de la génération de contrats avec les formateurs, avec les clients, de l'envoi de convocations, la génération d'attestations de formation, l'envoi des emails dans tous les sens, la gestion des évaluations. Il n'y a pas une seule manière de le faire. Mais de toute façon, dans toutes les boîtes, on retrouve ça. Et clin d'œil à Guylaine qui est dans le chat. En plus de ça, avec Calliope, il y a tout un tas d'obligations auxquelles on trouvera plus ou moins de sens. Je laisse chacun juger, mais il y a des vraies obligations, des passages obligés de l'administratif nécessaire. Et c'est vrai que l'automatisation, pour tout ça, va énormément aider.
ça va pas forcément tout faire à ta place, mais ça peut pré-mâcher 80% du boulot, faire des reporting clients à la fin d'une mission, faire des reporting annuels aussi sur ce qui s'est passé, avoir un suivi aussi de l'activité, de la satisfaction, et cetera. C'est difficile en fait de perdre cette vue d'ensemble, quand on n'a pas de système centralisé et qu'on a un peu, des petites touches à droite à gauche sur différents systèmes. Et c'est vrai que, c'est loin d'être le seul secteur, mais pouvoir bosser avec un certain nombre de boîtes dans la formation, c'est vraiment des besoins partagés et il y a, des possibilités d'automatisation et de développement pour ça qui sont vraiment intéressantes. Ouais, c'est sûr. Et après, pour répondre à la question: «Je suis un organisme de formation, qu'est-ce que je fais?» Bah, déjà, faut pas se planter comme on s'est planté au début avec mon client. Faut pas essayer d'en faire trop, trop vite. Faut partir sur un besoin, un process et se dire: «C'est là-dessus que je vais avoir le meilleur retour sur investissement rapidement, en termes de temps». C'est ça qui va me faire gagner le plus de temps et c'est bien parce que dès qu'on commence à gagner du temps, ça dégage quand même et du temps et de la bande passante, on va dire, de cerveau pour faire d'autres choses, pour réfléchir à d'autres choses, pour penser à l'étape suivante. Donc c'est c'est en plus un cercle vertueux parce que à chaque nouvelle automatisation, on va gagner un peu de temps, on va faire un petit truc en plus pour les clients, et cetera, qui nous permettra d'en faire encore plus, encore plus, encore plus. L'essentiel, c'est de commencer, on va dire relativement rapidement. N'attendez pas d'avoir 10 ans d'expérience et des process qui ne bougent plus du tout. En revanche, ne le faites pas au lancement d'un organisme de formation. Vous n'avez pas fait une seule formation et vous voulez tout automatiser. C'est le meilleur moyen pour passer plus de temps sur l'automatisation que sur la formation et pour au final avoir un système qui ne répond pas à vos besoins, que vous ne connaissez pas encore. Voire vous aurez un bon système, mais si vous n'arrivez pas à vendre vos formations, vous n'aurez pas de stagiaires. Donc, il faut d'abord savoir faire des formations, quoi, et vendre des formations. Hem et après, donc il y a aussi une grosse question de faire soi-même, versus faire faire, qui dépendra énormément de vous. Déjà, est-ce que vous avez une appétence technique ou pas? Sinon, n'essayez même pas, ça vous fera perdre beaucoup de temps, et d'énergie pour pas grand-chose, parce que c'est des outils qui sont, certes plus accessibles que du code, mais ça reste encore relativement technique. Et si vous voulez faire vous-même, heu, d'une part, choisissez bien vos cas d'usage. La plupart des cas d'usage que j'ai montrés, sont excessivement techniques. Ne commencez pas par, ça, clairement. Cette histoire de mail automatique, c'est compliqué. La génération automatique des formulaires et récupérer les réponses, c'est compliqué. Mais des choses un peu plus simples, avoir un formulaire fill-out centralisé comme, le suggérait Julien, c'est beaucoup plus accessible. Par exemple, ou faire une génération de documents, ou même générer un slide de synthèse, sur Google Slides, comme j'ai montré. Si vous avez déjà ces infos quelque part, c'est pas très, très compliqué à faire. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être faites sans trop de problèmes. Heu, Juste peut-être faites-vous accompagner, une séance de coaching ou plusieurs de temps en temps, avec, une personne un peu plus technique et expérimentée qui pourra vous guider et corriger, on va dire, les petites erreurs éventuellement, notamment sur la structure de la base de données. C'est la clé pour tout. Mais si vous commencez avec une structure, mal pensée, ça peut, compromettre toute la suite, quoi. Tout deviendra beaucoup plus compliqué. À l'utilisation au quotidien, à la maintenance, à l'optimisation. Enfin, moi, il y a des clients, je suis arrivé en cours de route sur des projets qui étaient déjà trop gros et qui tournaient trop pour qu'on envisage de tout refaire. Et en fait, la moitié de mon boulot, c'était de gérer du legacy, c'était de gérer la mauvaise conception de la base. Je pense que pour quelqu'un qui débute, prendre, entre 5 et 10 heures de coaching, si la personne est intéressée et débrouillarde, déjà, elle sera sur de bonnes rails, quoi. Et en plus, elle aura acquis quelques bonnes pratiques, de ce qu'il faut faire, voilà. Tu passes 10 heures avec quelqu'un qui a de l'expérience,
à la fois, tu vas avancer beaucoup plus vite, et en plus, tu vas avoir des bons réflexes. Et enfin, voilà, moi, j'ai fait 2-3 accompagnements comme ça, où des gens qui avaient commencé à bidouiller avec Airtable et ensuite ont fait quelques heures de coaching. Bah, clairement, ça fait que. Et puis ensuite, les heures s'espacent, quoi. Au début, il y en a une toutes les 2 semaines, et puis après, une tous les Oui, c'est mois, et puis ça. après, une tous les. Et après, plus, quoi. En fait, donc, Ouais, c'est ça. Il y a des gens que j'accompagne, intensément au début et puis, après j'en entends plus parler et puis, ils refont une séance avec moi, 1 an après parce que, là, petit challenge, un peu technique sur lequel ils bloquent ou alors vraiment ils ont besoin de prendre un pas de recul pour savoir i si leurs hypothèses sont les bonnes et cetera. Ne pas négliger la formation non plus. Il y a des très bonnes, formations à Airtable, qui existent. Sous tous les formats du monde, il y a du présentiel, il y a du bootcamp, il y a de la formation en ligne, il y a des tutos, sur YouTube, enfin il y a beaucoup de choses qui existent. Parfois, vaut mieux, prendre quelques heures, au moins, pour avoir les bonnes bases, plutôt que de partir bille en tête et se rendre compte, à la fin, et bah, qu'on n'avait pas encore, toutes les clés en main, quoi. mm. Une bonne question de Lucie. Est-ce que vous utilisez des matrices pour décider les fonctionnalités à développer avec critères pour pondérer les choix, temps passé, criticité, disponibilité de l'utilisateur, maturité de l'utilisateur, facilité? Alors il y a des choses qui existent. Il y a Contournement notamment qui martèle que, bah, le temps passé sur une tâche, c'est, le temps, qu'on passe pour faire cette tâche une fois le nombre, de fois qu'on le fait sur une période et voilà, on voit le temps qu'on y passe sur une semaine, sur un an, et cetera. Moi, je trouve que c'est une vision réductrice parce qu'effectivement, il y a pas que ça, comme tu dis, il y a aussi d'autres critères. La criticité, il y a des trucs, qui sont trop critiques pour le laisser faire, à la main par les utilisateurs parce qu'il y a des risques d'erreurs manuelles. Il y a des trucs qui sont trop critiques pour les automatiser. C'est pas forcément critique, ça veut pas dire qu'il faut l'automatiser ou pas, ça dépend de la nature de la tâche, et cetera. Et ça dépend aussi de Je suis désolé, je vais devoir te quitter parce que j'ai un truc à 30 et j'ai une petite préparation à faire avant. ça marche, ça marche. Désolé. Au revoir à tout le monde et puis à bientôt. Salut. Merci Julien. Après ça éclipse d'autres aspects, et notamment alors ça c'est vrai en particulier pour les entrepreneurs et les petites équipes, c'est pas forcément le temps passé, mais le poids vraiment ressenti. Il y a des tâches qui, dans l'absolu, prennent peu de temps, mais qui, en pratique, prennent énormément d'énergie. Moi, j'ai commencé dans le no-code quand j'étais entrepreneur, et il y a un truc que je détestais faire par-dessus tout, c'était générer des factures. Et ça posait un vrai problème, parce que quand je devais générer une facture, je reportais en permanence, et in fine, ben, je mettais 3 semaines, à créer ma facture, parce que à chaque fois, je repoussais le moment. Donc pendant 3 semaines, ça me plombait. Pendant 3 semaines, ça me plombait mes journées. J'étais moins efficace. Et en plus de ça, évidemment, ça posait des problèmes de trésorerie, parce que ben, quand au lieu de sortir une facture tout de suite, on la sort au bout de 3 semaines, c'est pas fou. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par automatiser les factures. Alors qu'en vrai, en termes de temps pris, c'était rien. C'était pas du tout la tâche la plus chronophage. C'est juste un exemple personnel, mais pour moi, ça fait aussi partie des choses à prendre en compte. Il y a des tâches qui ne sont pas, forcément, hyper chronophages, mais que les équipes détestent parce qu'elles sont dévalorisantes, parce qu'elles sont trop répétitives, parce que et cetera. Et c'est vrai que tout ça est à prendre en compte, mais j'ai envie de dire généralement, c'est des choses qu'on découvre en discutant avec les utilisateurs aussi. Heu, c'est enfin, que ce soit pas juste les managers, les dirigeants qui disent: «OK, on va automatiser ça, c'est parti», mais que ces idées viennent de la base, viennent des gens qui le font au quotidien et eux, ils savent très bien ce qui leur pèse, ce qui leur prend du temps. Ça veut pas dire qu'il y aura pas du tri et de la priorisation à faire, heu, entre,
voilà, les gens qui auront 10 000 idées, évidemment, vont pas tout faire, et ceux qui vont imaginer une solution hyper complexe qui fait tout et n'importe quoi, ou voilà, juste trop difficile à mettre en œuvre, ou pas réaliste dans le contexte de l'entreprise. Bon, on peut pas tout prendre tel quel, mais c'est souvent là qu'on trouvera les bonnes pistes. Alors, je rattrape ce que vous me disiez. Donc pour Claire, dispo et maturité de l'utilisateur sont des prérequis pour travailler. Oui, c'est sûr. De toute façon, on n'automatise pas un process qui est pas un minimum optimisé et éprouvé. Et après, voilà, le gain, il peut être en termes de temps, il peut être en termes, comme dit Claire, de conversion d'impact utilisateur. Il y a des trucs, enfin, les automatisations qui prendront pas forcément plus de temps. C'est rare que ça prenne plus de temps à la fin, mais des fois, ça fait gagner 0 temps. C'est juste que, dans le même temps, on va en faire plus pour le client, ou ça sera mieux présenté, ou ce sera plus rapide, ou etc. Voilà, Xavier dit: «Allez faire ma formation sur les process». C'est la formation qui était sur, contournement aussi, c'est ça, Xavier? Il me semble que c'est là que tu avais fait une formation sur les process, oui, c'est ça. Merci. Donc oui, il y a des formations, dont celle de notre, membre émérite Xavier Agapé, sur contournement, qui est, de manière générale, une source sûre, pour la formation sur les ops. Ils ont un gros catalogue de formations en ligne sur Airtable, sur Make, sur Zapier, sur Notion, sur TimeTonic maintenant. Et ils font aussi de la formation en entreprise. Donc si vous voulez former vos équipes, pour leur permettre de petit à petit mettre la main à la pâte, ou au moins de comprendre ce qu'ils sont en train de manipuler, c'est des bonnes options, et peut-être que vous aurez le plaisir de m'avoir comme formateur, parce que je fais régulièrement des formations en entreprise pour eux. Achetez un Xavier, tous vos problèmes seront résolus. Alors non, petit bémol, certains de vos problèmes seront résolus, mais vous aurez aussi d'autres nouveaux problèmes que vous n'aviez pas du tout anticipés. Voilà, je préfère prévenir, quand même. Quant à construire un Xavier, je ne savais même pas que c'était possible. Je suis preneur du mode d'emploi. Bon, vous avez compris, là, on est plutôt à la cool. Vous allez beaucoup trop vite pour moi, mais bon, on a à peu près fait le tour, hein, sur ce sujet, toujours passionnant de l'automatisation, sur les organismes de formation, et plus généralement, aussi, il y a beaucoup de sujets qui n'étaient pas du tout spécifiques. Alors. Tu as résolu ton problème de SQL. Non, vraiment aucun rapport. Voilà, bah écoutez, c'est bon, j'ai rattrapé le chat. Vous n'avez plus de questions, plus de remarques, plus de critiques. Je ne sais pas si vous avez apprécié aussi ce cas d'usage. C'est un peu long à préparer, ces cas d'usage, mais c'est cool de voir qu'il y a toujours un engouement et des discussions qui sont au rendez-vous, même si en vrai, même quand on passe 1 heure à discuter d'un sujet ou un autre sans avoir préparé, ça génère aussi des échanges, mais pas forcément de la même nature. Et enfin, c'est intéressant de présenter ça et d'avoir des retours. Il y a des très très bonnes questions qui ont été posées sur les choix techniques, sur les voilà, pourquoi on fait ça comme ça et pas autrement, et des choix presque philosophiques derrière l'application. Voilà, Julien m'a beaucoup challengé sur les formulaires, et vous aussi, et honnêtement, il y a des réponses que j'ai données que potentiellement je vais réviser après. Parce que sur le moment, je suis un peu sur la défensive de bah, j'ai fait comme ça, il y avait des bonnes raisons, et en vrai, oui, il y avait des bonnes raisons, mais peut-être qu'à tête reposée, je réévaluerai vos suggestions et vos questions, et les choix que j'ai faits. Et voilà, il y a peut-être matière à améliorer les choses, pas forcément pour ce projet-là, parce que, encore une fois, ça marche, je vais pas forcément casser un truc qui marche, mais potentiellement pour d'autres
d'autres besoins à l'avenir. Eh ben, merci à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Amusez-vous bien, no-codez bien. Et puis, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Donc, le prochain Airtable Arena le mois prochain. Et moi, j'ai pas trop d'autres émissions prévues dans l'immédiat. Là, j'ai pas trop le temps. Et je suis en vacances la semaine prochaine. Mais on se voit bientôt, entre autres, sur le chat No Code France. Et donc, Claire nous dit qu'il y a des IA qui aident à détecter et supprimer le COBOL. On en est là. On en est là. Moi, cette discrimination anti-COBOL, ça me hérisse. Merci, merci Guylaine. Je vais tâcher de profiter de mes vacances. Allez, je vous abandonne. Profitez bien et à très vite. Salut.